Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Johan. Bonjour Claude, bonjour à tous. Notre présentation va démarrer dans quelques instants, le temps que les nombreux participants nous rejoignent. On est bientôt à une centaine. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur notre chaîne France Mutuelle. Bienvenue sur ce webinaire France Mutuelle. Côté participants, laissez-nous un petit message pour voir si tout est OK, si le son est bon. J'en profite pour saluer tous ceux qui nous rejoignent à l'instant. Bonjour Isabelle, Christine, Emmanuel, Vincent. Peut-être laissez-nous un petit mot également pour nous dire dans quel secteur d'activité vous travaillez, quelle est la taille, l'effectif de votre entreprise. Tout est OK. Merci Christelle. Valérie, bonjour. Christelle, bonjour. Quelle est la taille de votre entreprise? Effectivement, ça nous permet aussi de situer si vous êtes plutôt sur une DUE en termes d'actes juridiques ou sur des accords collectifs. Encore quelques instants, on va laisser une petite minute de politesse pour que l'ensemble des participants puissent nous rejoindre. Voilà, donc Christelle qui nous écrit « Gestionnaire de paye en cabinet comptable pour clients PME ». Merci aussi effectivement à ceux qui nous rejoignent en tant que conseil, parce qu'effectivement ce domaine des assurances collectives est parfois technique, confus. Il mélange aussi bien des aspects contractuels côté organisme d'assurance que des aspects plus juridiques. Et ça demande cette maîtrise-là vraiment de ces deux thématiques-là. C'est bien le sujet sur lequel nous allons démarrer pour qu'effectivement nous puissions éclairer l'ensemble de ce titre-là. Les catégories objectives mettent sa protection sociale en conformité avant le 31 décembre 2024. Nous allons démarrer. Nous sommes ravis de vous accueillir. Je vais rapidement me présenter. Claude Emenecker, je suis directeur commercial du marché des entreprises, des assurances collectives pour France Mutuelle et je pilote également la direction expérience adhérent dont je vous détaillerai tout à l'heure les spécificités. Vous allez pouvoir bénéficier de l'expertise de Johan Ligonière. Johan, je te laisse te présenter. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, Johan Ligonière, directeur juridique et conformité de France Mutuelle. Voilà, pour le bon fonctionnement du webinaire, nous avons prévu une trentaine de minutes de présentation et du temps, bien sûr, pour répondre à vos questions. Donc en direct, j'essaie de les prendre pour être raccord vraiment par rapport au sujet. Si je vois qu'effectivement, il y a d'autres thématiques, on vous recontactera bien sûr sur ces différents points. Petite précision, donc vous allez pouvoir bien sûr télécharger la présentation et vous avez également le lien pour télécharger notre guide qui reprend justement cette thématique des catégories objectives. Rentrons dans notre présentation pour vous parler du sommaire. Tout d'abord, petite définition et chiffres clés de la mutuelle France Mutuelle. Ensuite, Johan va démarrer sur qu'est-ce qu'une catégorie objective, rappeler le contexte et rappel de la réforme, les critères qui sont impactés par cette réforme-là, et puis vraiment du pratico-pratique. Johan a rappelé quelles sont les étapes finalement pour se mettre en conformité. Et puis, je bouclerai cette présentation par une checklist de votre contrat collectif santé en 2025. On rentre dans une période sur le dernier trimestre 2024 où on se pose forcément beaucoup de questions sur le contrat collectif santé, les budgets bien sûr, mais aussi les garanties et les services. Et je ferai également un résumé sur ces sujets-là. Petit flash sur France Mutuelle. Donc, vous vous rappelez que nous sommes une mutuelle indépendante depuis plus de 85 ans, une mutuelle santé. Voilà, c'est notre cœur de métier depuis toujours. Une équipe de 150 collaborateurs, 160 000 personnes protégées, 128 millions de cotisations annuelles et des taux de satisfaction importants. 96% de nos adhérents sont satisfaits en termes d'expérience adhérents.
Vous voyez aussi la note sur Google. On a effectivement un marketing puissant qui travaille aussi ces différents aspects-là. Alors, je vous parlais tout à l'heure de l'expérience adhérent. Alors, on appelle adhérent, mais plus globalement, il s'agit de l'expérience client. Et cette expérience client, aujourd'hui, en termes de service, elle fait la différence. Vous vous rappelez, par exemple, que l'on a eu le prix argent sur le CADOR 2023 Banque Assurance côté donc expérience client pour les KPI, je dirais, les NPS au niveau marketing. Donc, vous savez que ces fameux critères qui mesurent le taux de satisfaction. On interroge régulièrement nos adhérents qui nous donnent une note sur 10. On a un excellent score là aussi de NPS. 96% de taux de satisfaction sur les enquêtes également mensuelles post-appel. Donc, ça veut dire qu'après chaque appel, par exemple un salarié qui appelle la relation adhérent va être questionné sur le fait de pouvoir juger la qualité de l'appel, savoir si on a correctement répondu à ses attentes et nous donner effectivement également une qualification, une note. On a régulièrement, pour faire cette enquête-là, plus de 1500 verbatim d'adhérents, de clients qui nous laissent mensuellement leurs commentaires. Et enfin, la particularité de France Mutuelle, sur laquelle je voulais rapidement revenir, c'est une direction de l'expérience adhérent, alors qui n'englobe pas le marketing ou la communication, mais qui va être vraiment ciblée sur le service à la relation adhérent, la gestion et la fidélisation réclamation. Et c'est cette particularité qui fait qu'au sein de France Mutuelle, au niveau de la direction commerciale, nous supervisons également la partie gestion, relations adhérents, fidélisation et réclamation. Voilà, je vais laisser la parole à Johan qui va commencer à démarrer ces sujets des catégories objectives et d'abord nous rappeler en fait qu'est-ce qu'une catégorie objective. Déjà, on va commencer par là, effectivement, Claude. Donc, qu'est-ce qu'une catégorie objective? Donc, déjà, pour un peu rappeler le contexte, donc les entreprises doivent ou peuvent mettre en place pour leurs salariés une protection sociale. Donc, dans 3 domaines, donc la retraite supplémentaire, la prévoyance ou la santé, qui est notre cœur de métier chez France Mutuelle. Donc, pour bénéficier d'un régime social et fiscal de faveur, donc le régime de protection sociale qui va être mis en place par l'entreprise doit notamment présenter un caractère obligatoire et collectif. Donc, pour être collectif, le régime doit couvrir, donc, dans le cas le plus simple, c'est qu'il couvre l'ensemble des salariés. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est qu'il peut couvrir une partie d'entre eux s'ils constituent des catégories dites objectives de salariés. Donc en fait, toutes les catégories ne sont pas objectives. Donc par exemple, que ça soit l'âge, le temps de travail ou d'autres critères. Et le Code de la sécurité sociale donc, limite à 5 critères d'objectivité. Donc, ces 5 critères sont prévus par l'article R242.1 du Code de la sécurité sociale. Donc, promis, c'est le seul texte de code que je vais dire aujourd'hui. Donc, ces 5 critères sont donc le premier critère, donc le catégorie cadre ou non cadre. Le deuxième critère sont les tranches de rémunération. Donc, c'est ces deux critères dont on va parler plus tard. Et les 3 autres critères sont le catégorie des conventions collectives, sous-catégorie des conventions collectives et les catégories issues d'usage. Donc, par exemple, pour la santé, on a le régime Alsace-Moselle, par exemple. Donc, en matière de frais de santé, seuls les 2 premiers critères, donc que ce soit le critère 1 ou le critère 2, sont présumés objectifs. Pour les autres critères, les entreprises peuvent les utiliser, mais dans ces cas-là, il faut qu'elles justifient du caractère objectif. Or, suite à la fusion de l'Agirc et de l'ARCO au 1er janvier 2019, les 2 premiers critères ont dû être revus. On va en reparler tout à l'heure. Et les 3 autres critères, eux, n'ont pas été modifiés. Voilà pour les critères objectifs. Donc, le contexte et la réforme. Donc, pour rappeler rapidement, donc l'Agirc et l'ARCO, donc c'est la caisse de l'Agirc qui était à l'époque la caisse de retraite des cadres, caisse de retraite complémentaire, je précise, et l'ARCO était la caisse de tous les salariés.
Et donc, l'accord national interprofessionnel du 7 novembre 2017 a entraîné la fusion de l'AGIRC et de l'ARCO pour ne faire plus qu'une caisse, donc AGIRC-ARCO. Donc, cela a entraîné l'abrogation de la CCN du 14 mars 1947, où les deux critères, donc que ce soit le critère cadre et non cadre et le critère tranche de rémunération, se basaient. Donc, vu que ces deux critères la référence était devenue objective, donc le décret du 30 juillet 2021 est venu adapter et actualiser les références à cet accord de 2017. Donc, ce texte est entré en vigueur au 1er janvier 2022, mais il a été admis par ce décret que les critères objectifs définis sur la base des anciennes références continuaient de s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2025. C'est pour ça que finalement on se trouve un peu dans ces délais, ce timing maintenant resserré. Mais comme bien souvent, quand on a une législation en entreprise, on prend le temps nécessaire de l'appliquer, de l'étudier, et à un moment donné, on se retrouve un peu contraint. C'est ça, voilà. Exactement. Et donc au 1er janvier 2025, donc, il y a un risque URSSAF pour l'entreprise s'il ne respecte pas ces nouveaux critères. Donc voilà, sur cette question. Donc le premier, les deux critères qui ont été impactés, je le rappelle, c'est les critères cadre et non cadre. Donc c'est notre premier critère. Donc pour rappeler le contexte un peu, donc cette réforme ne va pas avoir des conséquences pour les entreprises qui prévoient un régime pour l'ensemble de son personnel ou pour ceux qui prévoient une distinction cadre-non cadre sans référence à l'ancienne CCN de 1947. Ouais. Qui a été admis par l'administration sur cette distinction. Et finalement, Johan, c'est quand même le contexte qu'on va retrouver le plus généralement dans nos contrats. Je vois dans nos équipes de chargés d'affaires entreprises, on va retrouver principalement cette formulation soit ensemble du personnel, soit cadre et non cadre. Et cette formulation, je vois dans nos contrats, donc au niveau contractuel France Mutuelle, elle est reprise dans une très très grande majorité des contrats. Exactement, oui. C'est ce qu'on nous constate. Les entreprises choisissent finalement la facilité aussi en ne complexifiant pas des intitulés et en restant soit sur ensemble du personnel, soit sur cadre ou non cadre. C'est vrai, c'est ça. Et après, par contre, il y a d'autres entreprises qui avaient fait le choix d'utiliser la référence à la convention collective de 1947 ou à la GIRC. Donc, c'est ceux-là qui vont devoir se mettre en conformité avant le 1er janvier 2025. Donc, c'est par exemple les entreprises qui faisaient référence dans leur acte fondateur ou leur contrat d'assurance aux articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947, au personnel qui était affilié ou non à la caisse AGIRC, ou alors, cas un peu plus particulier qu'on va développer par la suite, c'est l'article 36 de l'annexe 1 de cette fameuse convention collective de 1947. Donc, ces trois références ne sont plus valables à partir du 1er janvier 2025. Donc, les entreprises vont devoir se mettre en conformité sur ce point. Donc, pour expliquer, pour résumer un peu, donc, avant la réforme, donc, la colonne de gauche, donc l'ancien article 4 de la CCN 1947 est resté le même, mais sa référence a changé. Donc, c'est devenu l'article 2.1 de l'ANI prévoyance de 2017. Donc, le contenu reste le même. Il n'y a pas de changement dans le contenu de cet article. Donc, l'ancien article 4 bis, lui, c'est les cadres, on va dire, les cadres assimilés. Donc, c'est devenu l'article 2.2 de l'ANI de 2017. Donc, c'est pareil, pour ces deux, il n'y a pas eu de changement dans le contenu du texte. Donc, il n'y a pas eu de modification à faire sur ce point-là. Par contre, là où ça va changer, c'est pour ceux qui faisaient référence à la caisse AGIRC, donc qui suite à la fusion n'existe plus. Donc, il n'y a plus d'équivalence dans la nouvelle suite à la nouvelle réforme. Donc, le personnel non affilié à la GIRC n'existe plus, tout comme le personnel affilié à la GIRC. Donc, voilà pour un peu expliquer. D'accord. C'est vraiment cette importance de bien regarder dans vos actes fondateurs, hein, c'est qu'on appelle ce terme-là, que ce soit dans l'ADU, donc dans la décision unilatérale de l'employeur, ou dans un accord collectif,
quelle est la terminologie précise qui avait été mise en place au début. Exactement. C'est cette importance-là. Alors qu'on soit conseil ou qu'on soit DRH ou direction juridique dans une entreprise, de bien, j'allais dire, ressortir parfois du placard ces documents-là. Oui, exactement. Enlever la poussière et revoir le contrat. Donc, on a un cas un peu particulier, donc c'est les salariés, article 36 de l'annexe 1 de la convention AGIRC, ce qu'on appelait les cadres à intégrer, donc c'est-à-dire c'était des cadres, enfin c'était des non-cadres justement qui étaient néanmoins rattachés à la caisse AGIRC. Non, enfin c'était vraiment inscription. Ouais, c'est plus à ce niveau-là. Donc cette fusion AGIRC-ARCO a donc entraîné la suppression de cette catégorie de salariés, dit article 36. Donc, dorénavant, ces salariés ne sont plus en principe affiliés aux salariés cadres et sont donc des salariés non cadres. Donc, il y a eu néanmoins une exception, donc c'est que le décret du 30 juillet 2021 a autorisé les branches professionnelles à les assimiler à des cadres, mais il faut d'une part que la branche l'ait prévu et d'autre part qu'il y ait une validation par l'APEC, donc l'Association pour l'emploi des cadres. Donc, si les entreprises ont des articles 36, donc c'est conseillé vivement de faire référence, de regarder si leur convention ou accord de branche prévoit cette possibilité de les affilier à la catégorie cadre, donc si c'est le souhait de l'entreprise. Donc, ces conventions ont été listées et sont validées par l'APEC, donc sur le site. Donc, vous avez le lien tout en bas. On a à peu près 45 agréments, je crois, à ce jour. Donc, on a par exemple la CCN Métallurgie, la CCN Immobilier. Donc, on a, nous, en portefeuille qu'on propose comme produit, donc qui prévoit évidemment ces cadres et cette assimilation. D'accord. Ça, c'est vraiment quand même des cas très précis. Les articles 36, si vous en avez dans vos intitulés, c'est vraiment des points à surveiller. Voilà, c'est ça. Ouais. S'ils étaient rattachés à la catégorie cadre avant, et donc vaut mieux maintenant le surveiller et puis continuer à rattacher à la catégorie cadre, si on le peut. Donc voilà, sur ce critère numéro 1, qui est celui qui pose en général le plus de problèmes aux entreprises si elles le prévoyaient. Ouais. Le deuxième critère, qui est un peu moins souvent utilisé par les entreprises, mais certaines l'utilisent toujours, c'est les tranches de rémunération. Donc c'est notamment en prévoyance où c'est un peu utilisé. Donc ce critère numéro 2 permettait de définir les catégories objectives suivant les tranches de rémunération ou ARCO. Donc, le décret de 2021 est venu évidemment supprimer cette référence à l'ancien caisse Agir, qui est l'ancienne caisse ARCO, et ne fait référence plus qu'au PAS, ce qu'on appelle le PAS, donc le plafond annuel de la sécurité sociale. Donc, qui est, à titre d'information, de 46 368 € pour 2024. Donc, avant la réforme, donc soit c'était référence aux tranches de rémunération, donc à AGIRC ou ARCO, donc soit c'était la tranche A, tranche B, tranche C, pardon, ou alors la tranche 1 ou la tranche 2. Et donc, il y avait donc soit un plafond qui était admis aussi par l'administration, donc c'est un plafond de sécurité sociale, 1 et 3, 1 et 4 ou 4 et 8. Et la réforme a un peu repris cette distinction suivant le multiple de passes. Donc, avec la réforme, maintenant, on ne parle plus de tranche A, tranche B, tranche C ou tranche 1 ou 2. On parle juste de jusqu'à 1 pass, jusqu'à 2 passes, jusqu'à 3 passes, 4 passes ou 5 passes. Et il n'y a pas d'autres multiples de passes, donc que ça soit 5 ou autre. Et une catégorie ne peut pas être supérieure à 8 passes, donc on ne peut pas faire qu'une catégorie 8 passes. Donc voilà sur ce critère numéro 2. Donc je passe à la suite, donc pour vous donner quelques exemples de ce qui pourrait être utilisé par les entreprises si elles faisaient à l'époque référence aux articles 4 ou 4 bis dans leur contrat d'assurance ou dans leur DUE. Et pour ainsi trouver la nouvelle bonne correspondance. Exactement, ouais. Okay.
Donc, si par exemple, le premier exemple, c'est les salariés qui relèvent des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI de prévoyance 2017. Donc ça, c'est ce qu'on se considère comme cadre. Et évidemment, par opposition, c'est les salariés qui ne relèvent pas de ces articles 2.1 et 2.2 de l'ANI de 2017. En fait, on se contente juste d'une définition en creux et inverse. Voilà, c'est ça, en négatif, voilà, exactement. Pareil, soit on peut faire référence qu'à l'article 2.1, donc les salariés qui relèvent de cet article 2.1, et ceux donc, qui ne relèvent pas de cet article 2.2. On aurait pu utiliser aussi un troisième exemple, c'est avec les articles 36, donc ça aurait pu être les salariés qui relèvent des articles 2.1 et 2.2 et qui font l'objet d'un agrément, et ceux qui font l'objet d'un agrément par l'APEC, donc ça c'est les articles 36. Et par opposition, ceux qui ne relèvent pas de ces trois domaines. Et enfin, le critère numéro 2, lui, on ne va pas faire tous les différents pas, on va se contenter d'un seul exemple. Donc, on va distinguer les salariés dont la rémunération est inférieure ou égale à 4 fois le PASS et ceux dont la rémunération est supérieure à 4 fois le PASS. Donc voilà, sur ces exemples. Après, il y en a d'autres que Johan, je vois qu'on a peut-être des questions. Je regarde juste. Alors, je te laisse évoquer la question. Ouais. Alors, attendez, je lis la question. Donc, c'est si l'acte fondateur prévoit qu'il s'applique au cadre, est-ce que cela signifie que les articles 2.1 et 2.2 de l'ANI 2017 sont couverts par ce dispositif? Alors, c'est une bonne question. C'est que en fait, l'administration, donc le BOSS, on appelle ça, donc le bulletin officiel de la sécurité sociale, nous indique que pour que ça soit une personne soit cadre, donc sans définition de cadre ou non cadre, on considère que c'est les articles 2.1 et pas les articles 2.2. Donc, si on veut inclure les articles 2.2 de l'ANI, il faut le prévoir expressément dans notre acte fondateur ou dans notre contrat d'assurance, décidément. On a une deuxième question de Florence. Donc, est-ce que les organismes auprès desquels les contrats de santé de nos clients sont signés ont-ils une obligation de prévenir leurs clients, dans ces cas-là, non, ce n'est pas une obligation en tant que telle, mais c'est vrai qu'on a un devoir d'information et de conseil auprès des entreprises. Donc, c'est plus à ce niveau-là qu'on les informe, ce qu'on nous on a fait avec nos je pense qu'il faut rappeler, Johan, que en fait, l'employeur reste responsable de la bonne application de la législation. Exactement. À son niveau. Exactement, ça c'est une obligation de son côté et pas au niveau de l'assurance. Nous, on a après l'obligation, on en parlera après, de mettre à jour le contrat d'assurance suivant ce que nous indique l'employeur. Donc voilà, sur ces exemples, c'est bon. Donc après, les étapes pour se mettre en conformité, donc en espérant que tout avant ait été clair pour tout le monde, donc j'espère que c'est le cas. Donc la première étape, évidemment, ça va être de regarder ce que votre acte fondateur prévoit. Donc que ce soit votre DUE ou votre accord collectif. Vous allez voir s'il prévoit cadre, non cadre, article 2, enfin non pas 2 points justement, article 4 ou 4 bis. Donc là, dans ces cas-là, si votre contrat votre acte prévoit un article 4 et 4 bis, donc là, vous avez l'obligation de le mettre en conformité avant le 1er janvier 2025 si vous ne voulez pas d'avoir un risque URSSAF sur cette question. Donc, évidemment, on vous conseille vivement de vérifier déjà votre acte fondateur sur ce point. Il y a évidemment un point de vigilance qu'il faut avoir, c'est les articles 36, si vous avez des salariés qui sont concernés. Donc, si vous voulez qu'ils soient toujours affiliés à la catégorie cadre, là, il y a vraiment un point de vigilance à avoir. Vous regardez si votre convention collective prévoit bien l'agrément, enfin le rattachement de ces salariés via l'agrément APEC. Donc, une fois qu'on a vérifié son acte fondateur, qu'on a enclenché la procédure de mise à jour, donc soit de rédiger une nouvelle DUE, soit d'avenanter votre accord collectif, donc vous allez vous rapprocher de votre mutuelle, donc la nôtre, je l'espère, pour qu'on puisse mettre en conformité votre contrat d'assurance suivant votre acte fondateur, donc suivant ce que vous avez prévu.
Donc voilà, sur ce point. Et puis évidemment, sur la première étape, les entreprises sont généralement conseillées par leur expert comptable ou par leur conseil juridique. Tout à fait. Exactement. Je vois qu'on a des questions, je vais regarder. Alors en théorie, je vois la question, c'est devons-nous faire une DUE ou un avenant? Donc en général, une DUE, on la refait. Donc il y a tout le processus de remise à jour de la DUE qui peut prendre du temps. Bon là, c'est une obligation réglementaire, donc c'est vrai que c'est un peu plus simple, mais c'est vrai que c'est normalement en théorie, on préconise nous de refaire directement la DUE. Un document qui stipule effectivement la bonne catégorie utilisée au niveau du contrat santé. Voilà, exactement. Voilà. Alors après, je vois autre question, on regarde. Est-ce qu'on peut avoir le support de formation? Donc ça, c'est normalement c'est en bas, le lien en bas. Voilà. Alors, on nous demande si l'employeur pourra plus modifier son texte au 1er janvier ou est-ce qu'il y aura une tolérance. Donc, en théorie, la réforme devait s'appliquer au 1er janvier 2022. Donc, la tolérance est déjà jusqu'au 31 décembre 2024. Donc, il y aura plus. On avait déjà beaucoup de latitude. Il y a déjà une bonne tolérance et il n'y en aura plus en 2025. Donc, ensuite, on demande la définition qui pourrait nous aider à intégrer les articles 36. Donc ça, on en a parlé tout à l'heure. Donc, si c'est le cas dessus. Et donc, il y avait aussi une autre question, c'est est-ce que si l'acte fondateur mentionne simplement le terme de cadre, est-ce qu'il y a une obligation de mise en conformité? Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, non, en théorie, vous n'avez pas d'obligation de mise en conformité au 1er janvier. Voilà, si votre acte fondateur, DU ou accord collectif, ainsi que votre contrat d'assurance auprès de votre organisme d'assurance précisait déjà le collège cadre, il n'y a rien de spécifique à faire. Exactement, oui. Après, ça dépend de la définition qu'on entend de cadre, mais ça, après, c'est... D'accord. De même, si c'est encore plus générique, si on a indiqué ensemble du personnel, on n'a rien de particulier à faire. Là, c'est pareil, c'est le même problème. À partir du moment où on a vraiment cette correspondance entre ensemble du personnel sur l'acte fondateur de l'entreprise, DU ou accord collectif, et le contrat d'assurance. Exactement, oui. Qui reprend les mêmes termes. En général, il peut y avoir, au contraire, il peut y avoir des exceptions où il peut y avoir un décalage entre acte fondateur et ce qui est indiqué dans l'acte et dans le contrat de travail. Donc là, évidemment, dans le contrat d'assurance. Ah oui, décidément. Voilà. Je ne sais pas ce que j'ai avec le contrat de travail, mais pardon, excusez-moi. Donc c'est bien cette correspondance à rechercher. Ouais. Et donc on peut conseiller bien sûr aux entreprises, bien sûr, de vérifier aujourd'hui dans leur contrat d'assurance quel est l'intitulé qui est prévu et de bien voir si c'est la bonne correspondance avec leur DUE ou leur accord collectif. Exactement. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions? On avait Non, alors attendez, on avait des questions sur TAT, BTC, mais ça, on en a parlé. Donc, les tranches A et tranche B, tranche C, ça faisait référence à l'AGIRC, donc c'est plus valable. Donc, maintenant, il faut bien faire référence à un pass, deux passes, etc. Donc, c'est plus sur cette question-là. Donc, ensuite, pour l'instant, on va peut-être passer sur les questions. On avait juste pour finir... Après, Claude, je te laisse la parole. Donc, j'avais un dernier point, c'est évidemment ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, si vous avez dans votre acte fondateur aucune modification à faire, donc évidemment, cette réforme ne vous concerne pas. Donc, vous aurez eu le plaisir de nous voir pour cette présentation, mais c'est vrai que pour eux... Ce qu'on peut aussi résumer, c'est qu'effectivement, là, l'époque, j'allais dire, est propice là, depuis quelques mois. Normalement, l'ensemble des organismes d'assurance ont aussi vérifié les contrats et normalement, même si on n'est pas dans une obligation juridique et de conseil, hein, mais normalement en termes de relations commerciales, chaque société, chaque mutuelle a normalement prévenu son portefeuille pour leur indiquer effectivement l'application au 1er janvier 2025
de la mise en place et de la conformité de ces intitulés-là. Exactement. Voilà. Ce travail-là, normalement, il est fait et il doit être fait d'abord au sein de l'entreprise qui doit en prendre conscience en termes de responsabilité de l'employeur. Voilà. Tout à fait. Si je devais résumer aujourd'hui sur une checklist plus globale, c'est de vous dire effectivement, alors c'est vrai que le contexte aussi se prête énormément avec le vote à l'Assemblée nationale de tout ce qui est projet de loi de financement de la sécurité sociale. On voit bien qu'effectivement, il y a des sujets aussi je dirais, dans les entreprises, dans la maîtrise budgétaire au sens large, par rapport à des évolutions fiscales autour de l'entreprise, ou de la fiscalité qui peut peser autour de l'entreprise. Il y a effectivement les entreprises qui se concentrent également sur la maîtrise des budgets, y compris de budgets au niveau des assurances collectives. Alors, j'ai essayé nos chargés d'affaires entreprises à France Mutuelle, effectivement, balaye une checklist qui reprend en fait une dizaine de critères que vous voyez aujourd'hui là affichés. Bien entendu, en premier lieu, puisque c'est le moment, c'est la définition et la rédaction adéquate de l'intitulé des catégories objectives, c'est le thème du webinaire d'aujourd'hui. Mais c'est aussi rappeler en fait 9 autres indicateurs importants, de vérifier les niveaux de garantie et les services associés. Est-ce qu'il faut qu'ils soient réévalués, et y compris dans certaines entreprises, j'ai pu constater qu'ils étaient parfois réévalués aussi à la baisse pour avoir des économies de budgétaires, ce qui n'était pas encore le cas il y a quelques années. Sur ce changement de paradigme entre le niveau de garantie et les services associés, on a bien sûr le niveau de cotisation qui aujourd'hui est prégnant, dans un contexte où il faut le dire, les transferts de sécurité sociale ou les potentiels transferts de sécurité sociale risquent d'alourdir la charge côté des mutuelles, avec une répercussion possible sur les cotisations. Voilà. Donc on est dans ce contexte-là à bien vérifier et à bien optimiser, je dirais, ce rapport, je dirais, qualité-prix, cotisation. Bien entendu, si vous êtes sur des contrats, je suis là sur le critère numéro 4, mais si vous êtes sur des contrats, notamment sur mesure, c'est la prise en compte des résultats techniques, c'est-à-dire avoir un bilan de l'année passée, mais également de l'évolution sur le premier semestre 2024 pour avoir une tendance des résultats de votre mutuelle, si vous êtes notamment sur des comptes personnalisés sur mesure. 5e point, la qualité de la gestion. C'est important d'avoir effectivement un organisme d'assurance sur lequel on peut compter sur les affiliations, la rapidité du remboursement, l'envoi des cartes tiers payants. Là, on va être dans la saison des cartes tiers payants pour passer au 1er janvier 2025. Cette facilité-là, elle est aussi liée à vérifier si votre prestataire, votre organisme d'assureur est au top en matière de maîtrise de tout ce qui est DSN, aussi bien sur l'affiliation des salariés que sur la partie paiement avec mandat, CEPA et prélèvement. La relation adhérent, on en a fait notre cœur de métier à France Mutuelle en créant directement une direction de l'expérience adhérent. Ça veut dire pour vos salariés avoir une qualité dans la rapidité des réponses, qu'ils soient téléphoniques, mail, par courrier. Concrètement, ça se décline quel est par exemple le taux de décroché de votre organisme d'assureur auquel vous faites appel aujourd'hui. Sur 100 appels, combien d'appels aboutissent? Voilà, concrètement, ça veut dire ce type de questions-là. Quelle est la durée moyenne de communication? Donc aujourd'hui, quand on reçoit un appel à France Mutuelle, on reste en moyenne entre 6 minutes et 6 minutes 30 avec notre interlocuteur. Ça veut dire qu'on va prendre le temps d'expliquer, d'écouter et de répondre à l'ensemble de ces questions. Ça peut aussi être sur la relation adhérent, donc la relation entre vos salariés et la mutuelle. Quel est le pourcentage de réclamations réglées en moins de 24 heures? Quand je dis réglé, c'est traité. Ce n'est pas juste un accusé de réception et je vous répondrai plus tard. Non, c'est quel est le pourcentage de réclamations traitées. Bien sûr, c'est aussi lié à tout ce qui est quel est le pourcentage de remboursement effectué dans les 48 heures. Donc, la rapidité en fait pour la mutuelle à actionner les remboursements. Et
puis ensuite, ce qui fait aussi la particularité d'une mutuelle, c'est la nôtre notamment, c'est qu'on n'a pas de chatbot, on n'a pas d'IA qui viennent vous répondre. Vous aurez un conseiller ou une conseillère qui vous répond au téléphone. Donc, on préserve, et à France Mutuelle, nous voulons garder cette relation humaine. 8e point, c'est tout ce qui est lié au digital. C'est bien sûr la capacité de travailler aussi à distance avec un espace salarié, un extranet entreprise qui facilite la relation avec la mutuelle. C'est aussi demander, point numéro 9, le taux de satisfaction. Nous faisons régulièrement chaque année des enquêtes de satisfaction auprès des adhérents et ça nous permet en bouclage effectivement d'améliorer parce que les adhérents nous laissent des commentaires en nous disant je suis satisfait de ça ou il me manque ça et donc on retrouve des points d'amélioration en termes de bouclage et d'amélioration de l'expérience adhérent. Et puis enfin le point le plus important, puisque une mutuelle ça reste d'abord une qualité d'une relation humaine, une expertise de collaborateurs, c'est une équipe de chargés d'affaires qui est spécialisée dans la souscription et le suivi de contrats d'assurance collective. Voilà. Alors, je vois qu'on a une question aussi encore. Alors, on avait une question, c'est pour moi, je vais m'en occuper. Donc, devons-nous aussi changer nos conditions particulières sur lesquelles serait éventuellement notée une référence à l'AGIRC, par exemple? J'imagine que vous faites référence aux catégories de personnel qui sont protégées donc, par le contrat. Donc, évidemment, c'est ce que l'on disait tout à l'heure. Donc, il y a un avenant qui devra être fait au niveau de votre organisme assureur, évidemment, sur ce point pour le mettre à jour et supprimer cette référence à l'AGIRC. Je regarde si on a encore d'autres questions. N'hésitez pas, si vous avez un message à nous laisser, une impression, est-ce que vous avez déjà vérifié de votre côté ces intitulés-là dans vos contrats? Sinon, de toute manière, vous avez à disposition dans les liens le téléchargement de cette présentation, mais également dans le lien, vous avez la possibilité de télécharger le guide qui va reprendre en fait l'ensemble des aspects techniques et juridiques que tu as évoqués, Johan. Je regarde, nous n'avons pas d'autres questions pour l'instant. Nous avons voulu vraiment un format qui soit court et précis. J'espère que ça a répondu vraiment à l'ensemble de vos attentes. Je regarde encore une dizaine de secondes. Non, il n'y a pas d'autres questions. Écoute, Johan, je pense qu'on a été complet sur le sujet. J'espère et pas avoir été trop technique. Johan et moi, écoutez, nous vous remercions de votre attention. Au plaisir de vous retrouver prochainement sur un webinaire France Mutuelle. Et puis, écoutez, vérifiez, c'est vraiment le bon moment. Tout à l'heure, en début de webinaire, on avait un conseil juridique qui nous posait la question, qui travaillait en fait pour des clients, effectivement, entreprises. C'est vraiment l'époque, là, sur novembre, décembre, de vérifier ces points techniques, parce qu'après, Johan, on a bien compris qu'on ne pourra pas y réchapper. La tolérance sera terminée au 1er janvier. Et puis, le contexte également est très propice aujourd'hui aux comparaisons sur les contrats mutuels santé, parce qu'on va avoir une grande disparité sur le marché en termes de tarifs, en termes de garanties, mais également en termes de services. Donc, c'est le moment également de lancer vos comparatifs pour vérifier ces aspects-là. En tout cas, merci de votre attention. Merci, Johan. Merci, Claude. Merci à tous. Bon après-midi et à bientôt. À très bientôt sur un webinaire France Mutuelle. Merci à tous. Au revoir.